Donc, c'est en 92 que le paysage culturel est rentré avec force dans le domaine de la conservation par l'intégration de la notion de paysage culturel dans la Convention du patrimoine mondial. Donc, l'ajout de paysage culturel avait pour but d'exprimer l'interaction humaine avec l'environnement et la présence de valeurs culturelles immatérielles dans le paysage. C'est en fait un aboutissement, parce que, comme on a vu, déjà en 1962, on parlait de l'intégration de l'homme, l'œuvre de l'homme dans le jardin, donc interaction homme et environnement. Et même avant au début des années 1900, avec notamment Karl Soer en 1925. Karl Soer, qui est un géographe américain d'origine allemande, qui a été le premier à avoir défini la notion de paysage culturel dans son livre The Morphology of Landscape. Donc, vous voyez, il y avait tout un processus de considération du paysage comme étant une œuvre de l'homme et qui contenait des caractéristiques culturelles. Donc, depuis 1992, donc l'intégration de la notion de paysage culturel dans la Convention, on a intégré une variété, ça a permis plutôt, d'intégrer dans la Convention une grande diversité des paysages. Ceci étant dit, le paysage culturel dans la Convention, il est dans la catégorie culturelle et non pas naturelle. Então, deu para compreender que em 92 foi super importante, né, para introduzir a parte cultural dentro dos textos, mas, como ela falou, desde 1925, com o Karl Soer, a gente fala, né, que ele foi um geógrafo americano de origem alemã, e o primeiro que definiu o conceito de paisagem cultural, né, no seu livro The Morphology of Landscape. Tá? Então, foi um marco, né, em 92, para muitas coisas na questão ambiental também. Il y a eu beaucoup de conventions. Donc, oui. Et même si le paysage culturel est dans la catégorie culturelle, la désignation de paysage culturel au patrimoine mondial est évaluée par le comité ICOMOS et par le comité IUCN, dont le comité International Council of Monument and Site, et par le comité International Union for Conservation of Nature. Donc, les deux comités désignent le paysage culturel. Donc, vous voyez comment la dimension naturelle et culturelle dans les paysages est toujours en tension. Donc, il y a trois catégories. Tu veux dire ça? Puis ensuite, je passe. E após essa data, também tem o ICOMOS, Internacional. Não, isso foi. Il y a deux comités qui évaluent. Tem dois comitês que fazem a avaliação de paisagem cultural, que é o ICOMOS, em português, eu não sei como. ICOMOS e a estou falando em francês, IUCN, né? Vocês conhecem, né? Sim.
Est-ce qu'il y a des questions juste ici? Ela perguntou se vocês querem fazer alguma questão agora. Não? Ça va? Depois. Donc, il y a 3 catégories, les paysages culturels, les paysages clairement définis, conçus et créés intentionnellement par l'homme, le paysage essentiellement évolutif et le paysage culturel associatif. Le paysage, la première catégorie, c'est des paysages clairement définis, donc qui résultent des exigences en fait de l'origine sociale, économique et administrative. Et excusez-moi, c'est le paysage clairement défini. Donc le clairement défini, c'est conçu intentionnellement par l'homme. Et là, on fait référence, par exemple, au jardin, comme le jardin de Versailles. Donc, ce sont la catégorie, en fait, des jardins tels que définis dans la Charte de Florence, si on veut. Alors que la deuxième catégorie, de paysages culturels, sont les paysages essentiellement évolutifs. Ce sont les paysages qui résultent d'une exigence sociale, à l'origine sociale et économique des communautés, en fait, et des paysages qui ont atteint, en fait, la forme actuelle par association ou en réponse à l'environnement. Hein? Donc, dans cette catégorie, il y a les paysages reliques, les paysages vivants. Les paysages reliques, c'est où l'évolution s'est arrêtée. Et les paysages vivants, comme les rizières, comme les vignobles, sont des paysages où l'évolution continue à procéder. Já vez vamos traduzir, o que ela falou? Volta, preciso traduzir? Então, a paisagem evolutiva geralmente são paisagens realizadas pela comunidade, né? E aí ela mostra a rizière, né? Que o homem está em constante evolução dessa paisagem, né? Para poder tirar a subsistência dele, né, através dessas paisagens. Et la troisième catégorie, la troisième catégorie du paysage culturel, c'est le paysage culturel associatif, comme par exemple Uluru en Australie. Uluru, c'est la montagne que vous voyez, qui s'appelait autrefois Ayers Rock, qui est un nom qui avait été donné par les colons anglais à la montagne. Et les Anglais ont redonné, si on veut, le territoire aux indigènes. Façon de parler, en fait, parce que les deux noms sont encore très utilisés aujourd'hui. Et même que quand on visite Ayers Rock, à l'entrée des sentiers, il y a 2 pancartes. Il y en a une qui dit bienvenue dans les sentiers, faites attention, ne laissez pas les déchets, etc. Et l'autre pancarte qui dit ici c'est un territoire sacré, s'il vous plaît, n'allez pas dans les sentiers. Então, essa paisagem associativa, como ela falou sobre o Morro Testemunho, a Montanha Testemunho ali, que é associada às comunidades da Austrália, e o governo australiano devolveu a esses povos tradicionais o direito da utilização dessas terras. Só que ela diz também que é um pouco paradoxal, porque de um lado, quando tu entra nesse parque, tem não deixe seu lixo aqui, coloque tudo no lixeiro, e do outro lado, esta é uma paisagem sagrada.